je suis très heureux de vous retrouver pour ce 5e et dernier épisode de l'année de la télé de Paul. Et au sommaire, de nombreux sujets. Tout d'abord, Louis nous parlera de Donald Trump, un homme qui fait beaucoup parler de lui, et pour cause. Puis nous vous présenterons un reportage sur l'un des jours qui a marqué le XXe siècle, le 6 juin 1944. Ensuite, Thibaut, notre spécialiste maritime, vous parlera de la renaissance d'une légende navale, le Titanic. Lucas, quant à lui, va également vous parler d'un bateau, qui lui a été une lumière dans le noir et le froid pour plus de 600 personnes. Au collège, cette fois-ci, Juliette et Elisa ont participé à l'escape game monté de toutes pièces par Monsieur Gonnet, qu'elles vont nous présenter. Et pour terminer, Chloé interviewera Manon, assistante d'éducation, qui nous quitte cette année. Bonjour Louis. Bonjour Tristan. Aujourd'hui, je vais vous parler de Donald Trump et de sa politique internationale. Alors Louis, en quelques mots, comment définirais-tu cette politique ? Eh bien, je la définirais comme isolationniste, provocatrice, égoïste et fauteuse de désordre mondial. Tu y vas un peu fort, alors explique-nous quels sont les événements marquants au niveau international depuis son élection. On peut dire que ce n'est pas ça qui manque, car avec Donald Trump, on ne s'ennuie jamais. Il y a par exemple la déclaration d'une véritable guerre commerciale à l'Union européenne en surtaxant l'acier et le charbon qu'elle produit. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat signé en 2015, ou encore le transfert de l'ambassade américaine initialement située à Tel Aviv dans la ville de Jérusalem, ce qui n'arrange pas la situation diplomatique déjà bien compliquée dans cette région. Mais pourquoi Trump agit-il ainsi ? Eh bien Tristan, c'est très simple, le principe fondamental de sa politique, qui est America First, est totalement respecté. En effet, sa décision la plus contestée et la plus récente est bien sûr la séparation des enfants migrants clandestins de leurs parents dans les centres de détention. Cela a provoqué un véritable scandale et une grande majorité de la population et de la classe politique, dont Barack Obama, s'est indigné. A contrario, Donald Trump veut toujours construire un mur entre son pays et le Mexique. Est-ce que les Américains soutiennent ces décisions qui sont plutôt étranges ? Trump n'est pas dans une situation très confortable vis-à-vis du peuple américain. En effet, ses déclarations douteuses et ses décisions polémiques se multiplient, ses promesses qui tardent à se concrétiser, ainsi que les informations people sur sa vie privée qui se propagent à toute vitesse, y sont pour beaucoup. Toutefois, une majorité d'Américains le soutient encore grâce à la bonne santé économique du pays qui n'hésite pas à s'approprier. Mais pour conclure, n'oublions pas que le 45e président des États-Unis se qualifie lui-même de génie très stable, évidemment sur Twitter. Merci Louis pour cette présentation du leader du monde libre. Bonjour Anthony. Bonjour Tristan, aujourd'hui nous allons totalement changer d'époque et nous allons sur les plages normandes durant le 6 juin 1944. Tout de suite, le reportage. En 1944, le régime nazi dirigé par Adolf Hitler connaît des difficultés sur deux fronts. Le front Est, où les soviétiques résistent aux soldats allemands, et le front Sud, avec l'Afrique du Nord, qui a été repris par les Alliés, mais aussi l'Italie, avec la chute du fascisme. Les Alliés vont très vite comprendre qu'en ouvrant un troisième front, ils pourront changer le cours de l'histoire. La décision est prise, il faut débarquer sur les côtes françaises. Un militaire américain inconnu, le général Eisenhower, va se voir confier la mission Overlord. Adolf Hitler a construit le mur de l'Atlantique. Il redoute un éventuel débarquement, surtout dans le Nord-Pas-de-Calais, qui se situe à 35 km des côtes anglaises. Du côté des Alliés, les plages sont trouvées, à moins de 240 km des aéroports anglais, des plages profondes et larges, à un endroit où le mur de l'Atlantique est faible. C'est décidé, les Alliés débarqueront sur les côtes normandes. Quelques mois avant le jour J, on se prépare dans les ports du sud du Royaume-Uni. Les usines produisent des chars, des avions, des armes. Pendant ce temps, les soldats s'entraînent. Au final, 156 000 hommes de 12 nationalités différentes vont débarquer. Tout commence dans la nuit qui précède le 6 juin. Les parachutistes vont être relâchés de planeurs et d'avions. Leur but, couper les axes de communication, ponts, routes. Ils vont être aidés de 200 000 Français, les résistants des forces françaises intérieures qui dans la nuit vont entendre les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. C'est le signal, les résistants vont passer à l'action. Ils empêchent les renforts d'arriver et font sauter les ponts et les axes de communication. Ensuite, les bombardiers alliés vont passer à l'action. Il faut détruire le mur de l'Atlantique et les points stratégiques, comme par exemple les radars ou encore les aéroports allemands. Pendant ce temps, les Allemands sont persuadés que le débarquement ne peut être que dans le Nord-Pas-de-Calais.
Ils pensent alors à une diversion. Dommage pour eux, car en Angleterre, 137 navires de guerre et 4000 bateaux de débarquement ont déjà pris la mer, avec à leur bord 156 000 soldats. Leur but, rejoindre un point, Piccadilly Circus, pour se répartir en 5 plages. Utah et Houma pour les Américains, Gold et Sword pour les Anglais et un régiment français, et Juno pour les Canadiens. À 5h du matin, les navires alliés attaquent et bombardent les côtes. Le débarquement commence. Les soldats alliés montent dans les barges de débarquement et se préparent à marquer l'histoire à jamais. Le plan des Alliés était simple. Tout d'abord, pour couvrir les troupes, les Alliés devaient mettre à l'eau des chars amphibies. Une fois sur les plages, ils devaient couvrir les troupes du génie pour ouvrir le terrain et enlever des obstacles comme les mines par exemple, avec des chars spéciaux. Et là seulement, l'infanterie pouvait rentrer en action. S'ensuit la bataille de Normandie jusqu'au 19 août, la libération de Paris le 25 août 1944 et pour finir le 8 mai 1945 en Europe. Derrière cette guerre, il y avait des soldats. Et derrière ces soldats, il y avait des jeunes hommes qui avaient la vie devant eux, mais qui se sont sacrifiés au prix du sang, qui ont combattu jusqu'au bout, qui ont gardé l'espoir de la liberté. Bonjour Thibaut, alors tu vas nous présenter la réplique d'un des paquebots les plus connus au monde. Alors effectivement Tristan, je vais te présenter le Titanic 2 qui est une réplique du Titanic, avec quelques modernisations bien sûr. Sa construction a commencé en 2016 dans le chantier naval CSC Gining sous la direction de Cliff Palmer. Alors le voyage inaugural qui était initialement prévu pour 2016... Pourquoi a-t-il été reporté? Alors il a été reporté à 2018. Tout d'abord, Cliff Palmer, le responsable de la construction du navire, explique qu'il a rencontré des difficultés à faire en sorte que le paquebot soit en même temps la réplique exacte du Titanic et en même temps conforme aux normes de sécurité. Moderne, par exemple, il doit être équipé de plus de canaux de sauvetage et de moteurs plus modernes fonctionnant au diesel et non au charbon. De plus, Cliff Palmer a éprouvé des difficultés financières qui, dès le début du chantier, ont retardé les travaux reportés en mars 2014, puis fin 2014. Alors que la construction n'avait toujours pas commencé en 2015, un porte-parole de Cliff Palmer a déclaré que le projet avait simplement été retardé et que le nouveau navire serait lancé en 2018. Mais 2 ans plus tard, les travaux sur le projet du Titanic 2 ont de nouveau été arrêtés, car la société de Cliff Palmer a fait faillite. De plus, on a appris que Palmer semblait être en mauvaise santé et souffrir de trous de mémoire. Alors je me pose une seule question, quand est-ce que le Titanic 2 sera lancé? Merci Thibaut pour cette présentation. Bonjour Lucas, alors parle-nous de ce fameux navire, l'Aquarius. Bonjour Tristan. Alors effectivement, l'Aquarius, un navire français, a accosté le 23 juin en Espagne, à Valence. Donc au vu de la position du navire le 13 juin, l'Italie aurait dû accueillir le navire. Mais le pays refuse. Et face à cette situation critique, aucun des pays européens ne s'est précipité pour accueillir les migrants. Donc c'est finalement l'Espagne qui a pris en charge l'accueil de l'Aquarius et mis fin aux conditions plus que difficiles de vie des migrants à bord. Donc parmi eux, il y avait des femmes enceintes, des nourrissons ainsi qu'une vingtaine de mineurs sans leurs parents qui ont pu être pris en charge médicalement. Donc ce drame humanitaire illustre bien le peu d'entrain qu'ont les pays européens pour accueillir leurs migrants. Merci Lucas pour toutes ces informations. De rien. Bonjour les filles, qu'allez-vous nous présenter aujourd'hui? Eh bien, avec Elisa, nous avons interviewé Monsieur Gonnet sur son escape game auquel nous avons participé. Tout de suite, le reportage. Bonjour Monsieur Gonnet, vous avez organisé un escape game ce matin avec des élèves. En quoi consiste ce jeu? Alors c'est un jeu d'énigmes, donc tour à tour on doit trouver des messages cachés quelque part dans la pièce, et puis ensuite quand on a trouvé le message, c'est une énigme, donc il faut la résoudre, venir m'apporter la réponse, et puis on continue, on cherche un autre message qui peut être caché à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Et donc le premier qui a résolu toutes les énigmes a gagné. Comment avez-vous eu l'idée de créer cet escape game? Alors les escape games sont assez à la mode depuis quelques années, donc moi j'y ai joué donc chez moi avec une boîte de jeux, avec une tablette qui proposait un jeu comme ça chronométré et qu'on fait à plusieurs, donc ça m'est venu comme ça.
En général, les élèves arrivent-ils facilement à réussir l'escape game? Alors c'est assez difficile, donc j'ai prévu les énigmes assez simples. Quand je vois qu'ils sont vraiment trop bloqués, je les aide un petit peu. Hein. Et puis ensuite, quand la toute dernière énigme est vraiment difficile, donc les élèves souffrent beaucoup. Mais il y a toujours quelqu'un qui finit par y arriver. Quand peut-on y jouer? Quand? Oui, quand peut-on y jouer? Quand peut-on venir y jouer? Ah oui, d'accord. Alors là, ce matin, j'ai organisé Télé à 3h, donc j'ai proposé aux élèves de venir par groupe sur l'heure de leur choix. Donc je pense que je vais reprendre dans la suite de la semaine et proposer ça aux heures où les élèves seront disponibles. Qui peut y jouer? Alors les élèves, bien sûr, et puis tous les adultes sont bienvenus. On peut faire des groupes mixtes, élèves, professeurs. Tout à l'heure, j'en ai parlé à des surveillants qui avaient très envie de le faire aussi en équipe. Donc tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci. Comment joue-t-on à ce jeu? Alors, j'ai déjà un petit peu expliqué tout à l'heure. Donc c'est par équipe. Hein. L'idée, c'est de discuter entre les membres de l'équipe. On a le droit à tout faire dans la salle, du moment qu'on blesse personne et qu'on casse rien. Voilà. L'avez-vous réalisé seul ou avec d'autres personnes? Alors oui, c'est moi qui ai tout fait tout seul. Combien de temps avez-vous pris à le réaliser? J'en sais rien du tout. Quelques heures. Ça fait longtemps que j'y pense et il y a pas mal d'heures de travail pour tout mettre en place et que ça tienne bien sur une heure. Merci pour cette explication. Au revoir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Bonjour Chloé. Bonjour Tristan, aujourd'hui je vais interviewer Manon Gonnet, assistante d'éducation. Tout de suite, l'interview. Bonjour Manon. Bonjour Chloé. Combien es-tu restée d'années au collège? Je suis restée 2 ans au collège, je suis arrivée au début de l'année dernière. Et pourquoi quittez-vous le collège? J'ai passé un concours pour suivre une formation de 3 ans là. Donc je vais aller m'installer là-bas et du coup je suis obligée de quitter ce collège. D'accord. Quelles ont été les principales transformations du collège au cours de ces années? Alors moi je ne suis pas restée assez longtemps pour voir les différentes transformations, mais je les vois plutôt par rapport à quand j'étais élève ici, vu qu'il y a quand même un petit peu plus de temps. Et il y a pas mal de transformations, notamment au niveau des bâtiments de déco, etc. Et puis là il y a déjà les CPE qui ont changé cette année. Et l'année prochaine il va encore y avoir d'autres transformations au niveau de la direction. Donc, voilà. Quels événements vous ont marqué le plus durant ces années? Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai organisé la collecte de jouets pour l'association à Noël, pour le Secours populaire. C'était vraiment très chouette parce qu'il y avait plein d'élèves qui m'ont aidé dans ce projet et on a pu collecter plein de jouets. C'était vraiment un beau moment. Un beau plaisir. Qu'est-ce qui vous a plu ou déplu? Alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le contact avec les adolescents. En fait, j'adore ça et je me sens vraiment bien dans cet environnement. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui vont venir dans l'établissement? C'est une bonne expérience. Donc, c'est vrai que c'est très fatigant d'être à notre poste et on n'est pas très reconnus. On est un peu juste des pions, mais en fait, on a un boulot hyper important parce qu'on a une place très importante auprès des élèves et qui n'est pas souvent remarquée. Mais en tout cas, c'est un boulot fatigant, intense, mais vraiment chouette. Pour moi, c'était une très bonne expérience. Merci de nous avoir Merci à vous. Au revoir. Ouais, salut. Salut. 1, 32, 4, 5. Allez, au revoir les gars. Ouais, salut.
C'est la vacances.